s'il est en arrivé là, c'est que la notion d'emprise a fait son œuvre pendant des mois, des années. Le pauvre Benjamin a été mis dans l'entonnoir jusqu'à la fin et il n'a pas pu s'en sortir. Il s'en est pas sorti et il a tué son père. Notre sentiment, c'est que vraiment, Benjamin est sous l'emprise complète de sa maman. Une emprise morale qui fait qu'il est obligé de la suivre. Tout le monde le sait, sa mère avait une influence énorme sur lui. Je pense que c'est ce qui a dû un peu faciliter les choses, disons. Et à un moment donné, il a craqué. Et ça, c'est terrible. Si Nadine arrivait à manipuler des adultes, je pense que manipuler son enfant, c'est d'autant plus facile. Hein. Surtout si il a un tempérament comme elle le décrivait, puisqu'elle avait décrit comme un jeune homme plutôt timide, qui n'allait pas de l'avant et autres. Parce que vous avez des enfants, vous avez plus de mal à manipuler. Ça dépend du profil de l'enfant, son profil psychologique. Par l'affect, on peut énormément manipuler quand on est une maman, bien sûr. En fait, on peut le dire, elle a armé son fils en machine à tuer. Elle a réussi à en faire son bras armé. À l'issue de leur garde à vue, Nadine et Benjamin sont mis en examen pour assassinat et incarcérés dans des prisons différentes. Benjamin est dans un centre de détention pour mineurs. Maintenant que les enquêteurs ont réussi à déterminer le rôle de Nadine et de son fils, le juge d'instruction ordonne des expertises psychologiques et psychiatriques. Le docteur Michel Guéda est expert psychiatre, spécialiste des enfants et des adolescents. Il n'a pas été mandaté dans cette affaire, mais à notre demande, il a travaillé sur le dossier. Il peut ainsi nous éclairer sur la personnalité de Benjamin. Benjamin a connu une période de sa vie difficile sur le plan scolaire et relationnel avec ses camarades quand il était en cycle primaire et au début de son insertion en collège, car il était victime de brimades de certains de ses camarades, le souffre-douleur, et ça a duré jusqu'au début du secondaire. Bon, ça n'excluait pas qu'il avait des relations amicales avec d'autres, mais il était sans défense et donc fait l'objet de tyrannie, d'actes dégradants. Il a une personnalité qui est estimée fragile, un caractère qui était décrit comme passif, sans défense par rapport à autrui, dans une attitude de repli. Benjamin était un adolescent vulnérable. Et selon les experts psychologues et psychiatres, le climat familial dans lequel il a grandi a contribué à cette vulnérabilité. Il a décrit le climat familial qu'il vivait, les tensions énormes qu'il y avait entre le père et la mère, qui étaient en conflit quasiment permanent, et c'était une situation qui était invivable pour lui. Il le verbalisera en disant que finalement la prison, c'est un jardin d'enfants par rapport à la vie de famille qu'il a connue. Il a évolué dans un contexte familial très dégradé, donc qui a contribué sans doute à un manque d'assurance, un manque de réactivité. Et donc ça facilite les fragilités, l'élaboration, la permanence de fragilité dans la construction de la personnalité. Les experts psychologues et psychiatres n'ont également pas manqué de travailler sur la relation complexe qui unissait Benjamin à sa mère Nadine. Il y a une dimension de manipulation perverse dont il a fait l'objet. C'est vrai qu'il y a eu des arguments très perturbants pour un jeune adolescent. Le fait qu'on lui dise que son père n'était pas son père, ce qui semble en plus exact, puisqu'il y a eu une recherche d'ADN qui a prouvé qu'effectivement, c'était pas son père. C'est des éléments qui peuvent être vécus de façon très pénible. On voit bien chez les enfants, notamment chez les enfants adoptés, combien ils s'inquiètent de qui peut être leur père et que c'est un désir qui se renforce souvent à l'adolescence, retrouver leur identité et leur origine. Donc effectivement, cette révélation à ce moment-là de la vie est particulièrement perturbante. Selon les experts psychologues et psychiatres, mais aussi les enquêteurs et le juge d'instruction, Nadine avait une emprise destructrice sur son fils âgé d'à peine 16 ans. C'est elle qui l'a poussé à commettre l'irréparable, assassiner son père. Et pourtant, jusqu'au bout,
elle ne fait pas machine arrière. Elle va continuer à accuser son fils. À aucun moment, elle a eu des remords par rapport à la situation de son fils. C'est la vie de son fils qui est en jeu quand même. C'est un jeune qui allait avoir sa vie complètement gâchée par rapport à l'instrumentalisation qu'elle en a fait. À un moment donné, quand on manipule quelqu'un et qu'on arrive à ce qu'on voulait, mais qu'on se rend compte qu'on a fait une grosse bêtise, une grosse connerie, on peut quand même revenir en arrière. Pas revenir en arrière, on ne peut pas résoudre le problème, mais on peut quand même prendre sur son dos tout ce qu'on a voulu faire. Et ça serait bien. Moi, je serais à sa place de son fils. J'apprécierais que ma mère vienne me dire écoute, je t'ai fait faire une grosse connerie, je te demande pardon. C'est moi qui t'ai fait faire, j'en prends la responsabilité, tu en es pour rien. Parce que c'est quelque chose qu'elle pourrait faire pour son fils. Et ça montre le mépris total qu'elle pouvait avoir sur l'avenir de son fils. Mais pas seulement l'avenir judiciaire, l'avenir tout court d'homme. Elle a mis au monde, elle est là pour l'élever, elle est là pour en faire un homme. Bon, déjà, elle lui fait tuer son père, donc ça va compliquer sa transformation entre enfant, adolescent et homme. Mais en plus, elle tente de lui faire porter tout le poids du crime sur lui. Comment va-t-il devenir un homme? Alors qu'elle sait, du moins je l'espère, que le poids du crime ne repose pas sur Benjamin. C'est un garçon qui m'a beaucoup touché parce que, aussi jeune, gentil et sous emprise. Le procès de Nadine et Benjamin s'est ouvert le 31 juin 2015 devant la cour d'assises des mineurs de Draguignan. Même si Nadine est majeure, elle comparait en même temps que son fils, car la présence des deux accusés était indispensable pour juger cette affaire. Le procès se déroule à huis clos en raison de la minorité de Benjamin au moment des faits. Nous sommes un peu plus de 2 ans après l'assassinat de Jean. L'adolescent a désormais 18 ans. Et pour lui comme pour sa mère, l'enjeu est de taille. Ils risquent tous les deux une lourde condamnation. Donc le climat est lourd. Et on voit arriver Nadine, telle qu'en elle-même, une femme de son âge, présentant bien. Et puis on voit arriver Benjamin. J'ai eu la souvenance qu'il était très pâle, très recroquevillé. Enfin, il vivait un instant dramatique, hein, c'est évident. Sa mère avait plus d'allant. Hein. D'abord, elle est plus âgée, et puis bon, c'était une manipulatrice, donc les manipulateurs, ils sont toujours à l'aise. Hein. Voilà. Lui, non, il était très, très mal. Benjamin semble beaucoup plus fragilisé parce que là, il a pleinement conscience de l'enjeu de ce procès pour lui. Il sait qu'il risque une réclusion criminelle et que son avenir va se jouer là. Et il était tellement mal qu'il s'était quasiment évanoui. Il a eu un malaise. Lorsque Benjamin a fait un malaise, la présidente a demandé une expertise par un psychiatre en urgence pour savoir s'il était en mesure ou non de poursuivre le procès, parce qu'on avait vraiment affaire à quelqu'un dans un état de fébrilité vraiment majeur. On est dans une affaire criminelle, on passe devant une cour d'assises, on a sa maman qui est dans le box des accusés, on a toute la famille de son père qui est là, et j'imagine que ne serait-ce que d'éprouver, et ça ce serait logique, un sentiment de honte vis-à-vis de la famille, de son papa, d'être en face d'eux, d'être en face de sa maman. Enfin, c'est des situations qui doivent être d'une lourdeur mais inouïe. Il était d'une fragilité extrême, mais vraiment. Dans la salle d'audience, tout le monde attend que Benjamin raconte sa version des faits. Alors, lorsqu'il revient à la barre, la salle est suspendue à ses lèvres. À la barre, il dit ce qu'il a toujours dit. J'aimais mon père, j'aimais ma mère. Je ne pouvais pas imaginer que ma mère mentait quand elle me disait qu'elle était violée, battue. Et donc, progressivement, elle m'a emmené à la solution de tuer mon père parce que j'en avais pas d'autre. Et puis, elle a fait en sorte que je le fasse tout en me fournissant et en m'aidant et en participant avec moi. Il a dit ce qu'il a toujours dit. Après Benjamin, c'est au tour de Nadine, sa mère, d'être interrogée. Mais une fois encore, elle va surprendre tout le monde. Alors elle se comporte comme une manipulatrice. C'est-à-dire que
Elle tente bien évidemment de manipuler la cour, ce qui n'est pas interdit, elle est là pour se défendre. Elle dit « Moi, je ne veux pas enfoncer mon fils, je ne déclarerai rien, je ne répondrai pas. » Où est l'intérêt de dire « Écoutez, moi, je décide de me taire, j'exerce mon droit au silence ». Ça pose une véritable question, c'est est-ce qu'elle le fait par provocation? Ou est-ce qu'elle le fait pour protéger son fils? On a affaire à une maman. Et on ne me fera pas croire que cette maman qui est dans le box des accusés n'a pas senti, j'allais dire, la mise en danger de son fils à l'audience. On sentait bien qu'il était dans une fragilité qui était palpable. Alors qu'on vient de me dire que la maman qui a mis son fils au monde, qui vient de ses entrailles, n'a pas perçu ce danger. Et en plus de voir son fils qu'elle n'avait pas vu depuis très longtemps. Lorsque son fils donne sa version et qu'elle décide de garder le silence, c'est pour corroborer la version de son fils. Après 5 jours de procès, les jurés ont tranché. Nadine est condamnée à 25 ans de réclusion criminelle. Quant à Benjamin, il écope d'1 an de prison ferme et 4 ans avec sursis. Mais ayant déjà passé 1 an derrière les barreaux, il ressort libre du tribunal, car il a déjà purgé sa peine. La cour a finalement compris que Benjamin avait été sous l'emprise de sa mère et qu'il n'avait été que le bras armé finalement qui avait pu aider sa mère pour accomplir l'acte criminel. Nadine, quand le verdict tombe, il n'y a pas d'exclamation. C'est toujours lourd à porter, évidemment. Mais moi, je me rappelle, la première chose a été de me dire mon fils est épargné. Et là, les mots ne sont même pas pour elle. C'est mon fils est épargné, c'était tout ce qui comptait pour elle. C'est pour ça que je dis, quel que soit l'acte commis qui est impardonnable, mais quels que soient les reproches qu'on puisse lui faire, c'est une mère de famille. Et son fils, quoi qu'on en dise, elle l'aime. Je n'appuierai jamais assez sur ce point. Cette maman, on peut lui reprocher de multiples choses. On peut jeter l'anathème sur elle, on peut l'exclure de la société vu ce qui s'est passé, mais il ne faut jamais perdre à l'idée que c'est son fils, unique de surcroît, et que quoi qu'il arrive, c'est un lien qui est indéfectible et indestructible. Aujourd'hui, Nadine est toujours derrière les barreaux. Quant à Benjamin, son histoire lui appartient désormais. Il a reconstruit sa vie, libre, quelque part en France. Mais depuis le drame, il n'a pas pu renouer avec sa famille paternelle. La famille a toujours beaucoup aimé Benjamin. Beaucoup. Ils ne peuvent pas oublier ce qu'il a fait. Ils le comprennent mal, mais avec la réflexion et avec la vérité de la cour d'assises, ils ont véritablement compris le rôle infiniment néfaste de la mère. Mais je ne sais pas si un jour Benjamin pourra retrouver sa famille paternelle. Finalement, je le souhaite à tout le monde, mais je ne suis pas certain. Et je comprends tout le monde parce que c'est inoubliable ce qui s'est passé, c'est absolument affreux. Le fils, il a pris très peu, tant mieux pour lui. Parce que je pense qu'il ne méritait pas une peine trop lourde. Donc, et qu'il refasse sa vie, c'est tout ce que je lui souhaite. J'espère qu'il aura un avenir et qu'il arrivera à vivre. Finalement, elle a tué son mari, elle a tué son fils. Pour moi, il y a double meurtre. Benjamin est mort également dans la nuit du 5 au 6 décembre. Parce que c'est quelque chose qui tue aussi, hein, qui tue un futur adulte. Hein, et qui va porter préjudice à sa vie future. Mais ça, c'est évident. Maintenant, il a une vie à construire. Mais qui va l'aider dans sa vie? Il est tout seul pour construire sa vie. Moi, je lui souhaite qu'il arrive à construire sa vie. C'est d'ailleurs la beauté de l'adolescence. Un adolescent, c'est une chrysalide qui n'est pas sortie. Bon, lui, il est sorti dans des conditions tragiques. Maintenant, il faut que ça, ce soit le passé et qu'il devienne un homme. Et il se battra pour ça, je le pense, je l'espère.